Est-ce que c'est bon? OK. Donc, réseau plus profond. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones profond? En fait, c'est tout simplement un réseau de neurones avec beaucoup de couches. C'est tout. Avec beaucoup de couches cachées. C'est rien d'autre que ça. Historiquement, on avait beaucoup de mal à entraîner des réseaux avec plus que 3 couches cachées. Et donc, au début du deep learning, tout ce qui avait plus que 3 couches cachées était considéré tout simplement comme étant un réseau profond. Et c'est tout ce que c'est. Donc là, mais la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir plusieurs couches cachées, c'est que, en fait, ces différentes couches cachées peuvent correspondre à différents niveaux d'abstraction. Genre, par exemple, pour une image, on va avoir la première couche qui est la couche d'entrée, qui est juste l'entrée. Après, on va avoir une couche qui peut représenter juste des lignes de contraste, en fait, des traits en noir, donc du blanc, tout simplement. Ensuite, plus on monte, ces lignes de contraste sont mises ensemble et peuvent former par exemple des yeux, des oreilles. Et finalement, ces yeux, ces oreilles-là représentent des faces. Donc, avoir cette différente hiérarchie de couches, en fait, permet au réseau de créer en fait ces différentes couches d'abstraction. Évidemment, ça améliore les résultats. Au niveau de la descente de gradient, ça marche plus ou moins de la même façon. C'est juste que on va le faire, on va utiliser ce qui s'appelle dérivation en chaîne. Donc, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est pas forcément nécessaire de comprendre comment ça marche pour un cours d'introduction, mais l'idée est très très simple, c'est qu'on a une forward pass, une entrée à la sortie, exactement comme avant, on va calculer le coût, et ensuite on va updater, en fait, on va mettre à jour les poids du réseau, mais en commençant par le haut, en fait. Et on va descendre suivant cette flèche rouge. Donc, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que s'il y a un problème, vu qu'on commence la mise à jour par le haut et on finit par le bas, s'il y a un problème en haut, ça veut dire que le problème va se répercuter jusqu'en bas. Ça veut dire que si ici on n'arrive plus à apprendre pour une raison X, ça peut être un problème de non-linéarité ou ça peut être un problème de neurones qui ont décédé à cause d'une régularisation trop forte, et ben, tous les neurones en dessous, des couches en dessous, n'apprendront plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est très important de savoir ça pour le débugage. Par exemple, si on veut débugger un réseau de neurones, commencer par le haut, voir les couches du haut, voir s'il y a un problème dans les couches du haut, parce que c'est ça qui, en général, bloque la convergence. Donc, Tariq, oui. il y a Samir qui demande si c'est possible que tu donnes des exemples concrets. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il entend par exemple concret. Je suppose des exemples appliqués. D'accord. OK, je vais y venir très bientôt, en fait, dans la partie sur les non-linéarités, juste ici. Merci. D'accord. Donc, les non-linéarités, c'est une partie très importante, en fait, dont je n'ai pas encore parlé. Alors, pour l'instant, on a vu juste des réseaux complètement linéaires, comme ici, genre X multiplié par W. Mais, donc, mais les non-linéarités, en fait, c'est quelque chose qu'on en rajoute en plus et qui sont vraiment, vraiment essentiels au réseau de neurones modernes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par non-linéarité? Le premier truc, c'est expliquer qu'est-ce que c'est que quelque chose de linéaire. En fait, quelque chose de linéaire, c'est tout simplement quelque chose qui va conserver les relations des points dans l'espace, tout simplement. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, genre scaling, rotation, etc. Ça conserve les relations entre les points. Par exemple, ici, on voit une droite, donc ça c'est une fonction qui est tout à fait linéaire. Et si je prends ce point-ci et ce point-là, si je divise, par exemple, si j'appelle lui A et lui B, et que je divise A par B, eh ben, j'ai exactement la même valeur que si je divise ici B' par A', tout simplement. Fait que la relation entre les points est tout à fait conservée, c'est pour ça que c'est linéaire. Par contre, ici, ça c'est une fonction linéaire non linéaire que tout le monde connaît, c'est la fonction de log. On peut voir en fait que l'espace ici est tout simplement écrasé si on le compare à celui-là. Donc les relations entre les points ont changé. Et ça, c'est une non-linéarité. Donc pourquoi les non-linéarités sont intéressantes? Justement parce qu'elles permettent de tordre l'espace. Et donc par exemple,
ici, on peut voir que, donc imagine qu'on est dans un réseau de neurones et on veut essayer de séparer cet espace rouge, un problème de classification, de cet espace bleu. Il n'y a aucune façon avec laquelle on peut tracer une ligne. Et les réseaux de neurones, si les neurones, en fait, si vous vous souvenez dans les premières slides, en fait, ils créent ces surfaces de séparation qui sont juste, en fait, une ligne par neurone. Et la surface du réseau au complet, en fait, c'est la somme de toutes ces lignes-là. Mais il n'y a aucune façon ici, par exemple, dans cet exemple simple, de tracer une ligne. Mais par contre, si je prends l'entrée, que je prends W1 multiplié par X1 et que je la passe dans une fonction ici, avant de la donner à Y1. C'est ça la valeur de Y1 en fait. C'est plus W1 fois X1, c'est F de W1 par X1. Et si F, dans ce cas-là, est une sigmoïde, et bien l'espace devient comme ceci. Et là, c'est très facile en fait. Bon, là, le truc a bougé, mais c'est super facile, on peut le voir, de tracer une ligne entre les deux espaces. Fait que même ce réseau de neurones-là qui a juste un neurone, maintenant est capable de faire ce travail parce qu'on lui a rajouté une non-linéarité. Donc, parmi les non-linéarités communes, ben, on a sigmoïde et tangente hyperbolique qui sont très similaires au niveau de l'allure. Sigmoïde entre 0 et 1, tangente hyperbolique est entre moins 1 et 1. Donc, ces non-linéarités-là sont de moins en moins utilisées, en fait, sont quasiment plus utilisées à part pour des cas vraiment spécifiques. Et ça, c'est pour une raison très, très simple. Et c'est là que je reviens à l'exemple concret. Donc, cet exemple concret, c'est tout simplement si on regarde les dérivés. Par exemple, on a une tangente hyperbolique ici, tan h, et si on regarde la dérivée de tan h, elle ressemble à ceci. Fait qu'elle tend vers 0 ici quand on se rapproche de moins 1, et elle tend vers 0 quand on se rapproche de 1. Et là, on a un problème, parce que il y a deux cas de figure qui produisent exactement la même chose dans le réseau. Si la sortie du réseau est proche de la vérité, si Y est proche de Z, à ce moment-là, la dérivée est proche de 0 et à ce moment-là, on fait une toute petite mise à jour des pas ou pas de mise à jour de poids parce que le réseau a sorti la bonne réponse. Mais là, on a un autre cas où si le neurone en fait en haut et à une activation qui est proche de 1 ou de moins 1, la dérivée est aussi proche de 0. Et là, on se retrouve avec un cas qui est exactement identique avec le groupe descente des gradients. Tout simplement, on ne fait pas de mise à jour de poids. Et c'est ça, en fait, l'exemple concret d'ici. Et c'est le gros problème qui a embêté les gens, qui a empêché, en fait, l'un des gros problèmes qui a empêché le deep learning d'arriver aussi vite que les gens le voulaient, c'est que si on a un réseau qui est juste fait de tangentes hyperboliques et que ici, on commence à avoir des neurones qui saturent, tous les dérivés de ces neurones-là vont être proches de 0 et par conséquent, vu qu'on va de la fin vers le début, eh ben, toutes les dérivées en dessous vont également être proches de 0 et tout simplement l'apprentissage s'arrête. Ce qu'on appelle le gradient decay. Est-ce que j'ai répondu à la question? Samir, est-ce qu'il a répondu à ta question? Oui, merci. Donc, dans la vraie vie, en fait, la vraie vie entre guillemets, mais ce que les gens utilisent aujourd'hui, en fait, souvent, c'est les non-linéarités de type relu, qui est juste Rectified Linear Unit. Donc, c'est un mot très compliqué, un nom très compliqué pour juste dire une non-linéarité qui fait y égale x, sauf quand x est inférieur à 0, et là, ça fait 0. Voilà. Donc ça, c'est Relu. Relu a l'énorme avantage d'être super rapide à calculer et surtout de ne pas saturer. Fait que la dérivée de ici est constante. Elle sera toujours de 1, tout simplement. Et donc, il n'y a pas le cas de figure d'ici, là, qu'on avait avec tangente hyperbolique, avec une dérivée avec une fonction numérique qui sature et une dérivée qui tend vers 0. Ici, la dérivée est constante et par conséquent, on a éliminé ce problème de gradient decay. Maintenant, ici, relu à ce petit problème de y égale 0, parce que tout simplement, vu que, si vous vous souvenez, un neurone fait juste la somme en fait des valeurs des neurones qui sont en dessous multipliées par un poids. Et si cette somme est inférieure à 0, et ben,
si ce neurone utilise comme non-linéarité relue, ben, ça veut dire que la valeur qui est de sortie du neurone va être 0. Et dans certains cas, on peut avoir certaines configurations de poids qui vont faire que la valeur de ce neurone en fait, va rester à 0 pour toujours. Et qui va, pendant l'entraînement, à un moment donné, on va avoir une mauvaise configuration de poids et ce neurone est juste perdu pour toujours, il ne pourra jamais être utilisé, il sera toujours à 0. Donc, pour régler ce problème, les gens ont inventé d'autres versions de Relu. Il y en a une qui est la plus simple, probablement Leaky Relu, qui est juste remplacer en fait Y, quand X est négatif, Y par un AX, en général un petit A, juste pour permettre en fait aux neurones de ressusciter si jamais on en a besoin.